Bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Futur plus humain, le podcast de l'innovation positive de KPMG France. Ce 5e épisode est consacré à un sujet brûlant et fondamental qui est la guerre du faux. La guerre du faux, c'est aussi l'une des tendances de notre book de tendance 2025 KPMG Innovation. Alors avec les IA génératives, les biais ont pris une importance nouvelle et la production de faux contenus a franchi une échelle industrielle. On le voit, que ce soit des escroqueries spectaculaires via les deepfakes, que ce soit les faux comptes, que ce soit des fermes à trolls, que ce soit les manipulations massives d'informations. En bref, on vit une guerre de l'information où l'opinion publique est devenue une cible privilégiée. On le voit d'ailleurs tout récemment, il y a encore 3 jours, le sujet est absolument critique puisque Emmanuel Macron, vient de convoquer un conseil de défense sur le sujet, un conseil de défense sur la guerre informationnelle, pour pouvoir justement faire le point sur cette stratégie que la France doit mettre en place pour lutter contre les manipulations, notamment la désinformation qui peut venir de l'étranger. Autre exemple, qui date de 2024, mais dont on a beaucoup parlé, c'est cette élection présidentielle roumaine où un candidat qui était quasi inconnu, Călin Georgescu, est passé en 2 semaines à 23% des suffrages grâce à une campagne d'astroturfing qui a complètement manipulé l'algorithme de TikTok. Alors heureusement, le second tour de ces élections roumaines a été annulé par la Cour constitutionnelle, mais on le voit bien, toutes ces manipulations ne se déjouent pas forcément toujours aussi facilement. Alors pour parler aujourd'hui de ce sujet, alors que des élections majeures se profilent en France, les municipales en 2026 et la présidentielle en 2027, une question se pose sur la démocratie, notamment à l'heure de l'IA. Est-ce que la démocratie peut survivre à l'IA? Et alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Axel Daucher, ex-patron de Deezer et de Publicis France, et cofondateur de Mec.org, une plateforme de participation citoyenne qui a lancé récemment un programme ambitieux, les communs démocratiques. En fin d'épisode, on retrouvera Xavier Nifle, qui est associé audit du secteur technologie, membre du CODIR Audit et du digital et de l'innovation pour KPMG France. Et on abordera avec Xavier la guerre du faux, plutôt côté entreprise. Alors comme toujours, nous enregistrons cet épisode en direct, en présence de la communauté innovation de KPMG France. Alors Axel, bonjour, rebonjour, et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Mec.org, la genèse de ce projet, de cette initiative, et qu'est-ce qui t'a animé, qu'est-ce qui t'a poussé à lancer Mec.org il y a 8 ans? Alors, bonjour Alban. En fait, il y a 8 ans, le sujet est encore d'actualité aujourd'hui. Le sujet, c'était le déclin démocratique, ou plutôt le déclin de l'efficacité démocratique. On vit depuis plusieurs dizaines d'années un déclin de la capacité d'agir de la démocratie sur le réel des gens. Et on entend assez souvent dire, bon, en Chine, quand on décide, ça exécute, on ne perd pas de temps. Donc il y a une critique performative de la démocratie dans sa capacité à agir. Il y en a une deuxième qui est beaucoup plus grave, c'est que la démocratie est un principe de consentement à la décision collective, c'est-à-dire des phases de réconciliation après des phases électorales. Et ce qu'on constate depuis quelques dizaines d'années, c'est que les élections créent des fractures plus que de réconcilier les populations. Et donc il était assez légitime de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire et est-ce que la technologie peut être une aide radicale? C'était avant l'IA générative et avant, je dirais, les effets dévastateurs des bulles d'opinion dont on va parler dans 5 minutes. Mais c'était ça l'initiative de Mec.org et on a construit des solutions pour réengager assez massivement les citoyens, non pas seulement dans les élections, mais dans l'exercice du pouvoir, ce qui permet de reconstruire une capacité à consentir à la décision collective. Alors justement, pour parler un peu du sujet d'aujourd'hui sur la guerre du faux, on voit que les fake news et la manipulation de l'opinion existent, mais tu disais lors du call préparatoire qu'elles existaient depuis toujours en fait, et qu'avec l'IA générative, on avait a priori franchi un cap. On parle même de cap historique. Et est-ce que l'IA change non seulement l'ampleur, mais aussi la nature même de la manipulation? Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense qu'il faut regarder, mon point de vue, qui est un point de vue, c'est qu'on assiste depuis finalement pas si longtemps, 10-20 ans, à un changement de braquet sur la capacité de libre arbitre.
Depuis toujours, les populations ont été manipulées, puis même de façon philosophique, si on remonte très loin, quelle est notre réelle capacité d'agir? Alors je ne vais pas ouvrir les débats philosophiques, les religions ont des positions différentes là-dessus, mais néanmoins, il y a toujours eu un brouillard autour de quand je pense quelque chose, quand je dis quelque chose, et a fortiori quand je vote, est-ce que c'est moi tout seul ou est-ce que c'est moi échangé avec mon contexte? Donc ça, on ne peut pas le réduire, et depuis l'arrivée des médias, un peu avant, mais depuis l'arrivée des médias, on a vu se déployer des méthodes de manipulation de l'information. Dans la Russie soviétique, c'était vraiment une matière à part entière. Et les démocraties ont mis en place des principes de pluralisme des médias pour essayer de contrebalancer ça. Donc ce n'est pas une question de avant c'était parfait. Avant c'était manipulé, il y avait une chaîne publique, enfin bref, plein d'erreurs. Et puis pour moi, la dégradation, elle se fait en plusieurs strates. La première strate, c'est l'arrivée des réseaux sociaux. Qui non seulement commence à véhiculer des fake news, mais surtout créer ces bulles d'opinion qui fait que, certes, notre opinion est liée à notre contexte, mais si notre contexte est prédéterminé par une bulle, il y a une dégradation de notre libre arbitre significatif. L'IA générative est un changement de braquet sur cet effet-là, puisqu'il va permettre, comme tu le disais très bien, l'industrialisation et la mondialisation des attaques. L'IA générative a permis la transnationalisation, je dirais, des attaques et des manipulations. Et puis surtout, ça fait intervenir un troisième niveau qui, lui, est sans doute le plus dangereux, qui est les opérateurs aujourd'hui de réseaux sociaux et d'IA sont mondiaux, et donc ont une force qui est supérieure à celle des États. Et donc on passe d'une cuisine par pays à une cuisine sur laquelle les manipulateurs, s'ils sont mal intentionnés, ont une puissance d'agir absolument colossale. Et donc je pense aujourd'hui que la question du libre arbitre doit être remise sur la table en disant, en se posant cette question-là. Et je ne parle même pas de l'étape qui arrive, qui est l'étape de l'AGI, de l'intelligence artificielle forte, où là, potentiellement, il y a une fin potentielle du libre arbitre complet de l'espèce humaine. Ça veut dire quoi concrètement le libre arbitre pour le citoyen dans son quotidien? Est-ce que tu peux nous éclairer un peu? Ça veut dire, alors pratiquement pour le citoyen, ça peut vouloir dire qu'à un moment donné, on a envie d'aller s'installer à Nantes et on croit que c'est un choix, alors qu'en fait, ce n'est pas un choix. Voilà, on est la résultante de mécaniques qui nous échappent et d'intérêts qui nous échappent. Pour la démocratie, ça veut dire typiquement une démocratie où potentiellement il y a 80% de gens qui vont voter, potentiellement les élections se sont passées normalement, sauf que à la fin, tout le monde se dit mais ça ne veut plus rien dire ça. Ça ne veut plus rien dire parce que la post-vérité dans laquelle on a construit nos opinions, et donc c'est pas seulement le fait que l'élection ait été truquée, c'est la perception qu'en ont les citoyens que le résultat de l'élection n'est plus signifiant. Si c'est ça, il n'y a aucune possibilité pour un gouvernement démocratiquement élu de pouvoir agir. Donc pour moi, c'est ça qui est en jeu en ce moment. Tu évoquais les menaces majeures de l'IA et ce qu'elle fait peser sur nos démocraties. Est-ce qu'il y en a d'autres par rapport à ce que tu as évoqué? Et puis, laquelle, parmi ces menaces, te paraîtrait la plus sous-estimée actuellement et qu'il faudrait qu'on regarde plus précisément? C'est celle que tu as évoquée, c'est-à-dire, on peut l'appeler celle des bad guys, le troisième niveau. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont là, c'est une sorte d'oligopole, les IA générales sont là, c'est une sorte d'oligopole aussi. Et donc du coup, pour moi, le vrai danger, c'est l'utilisation par ceux qui ont les moyens technologiques pour agir et pour changer le libre arbitre d'un pays. C'est un peu ce qu'a fait Musk en Allemagne quand il a été intervenir. Il a intervenir avec, je ne sais plus, je crois combien il y a de Twitter qui le suivent en Allemagne, peut-être, je ne sais pas, 10 millions. Il n'a pas 10 millions de copains. Donc c'est pas, il ne parle pas à ses copains au nom de la liberté de parole. Il parle comme un acteur étranger qui veut influer sur une décision nationale. Donc pour moi, le risque majeur, il est là. Il a la mal-utilisation des outils tels qu'ils sont aujourd'hui. Ouais. Pour regarder les choses plus positivement, tu as lancé l'an dernier avec 50 chercheurs, notamment de Sciences Po, du CNRS, de Harvard, une initiative qui s'appelle les communs démocratiques autour de l'IA. Qu'est-ce que c'est cette initiative? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et sur quoi est-ce que vous travaillez actuellement en fait?
Alors en fait, quand on prend ce sujet-là, ce sujet de comment est-ce qu'on maintient la légitimité d'une élection au sens large, il y a plein d'actions possibles, et je pense qu'on viendra sur certaines. Il y en a une particulière qui est de se dire, OK, c'est peut-être pas la plus importante à court terme, parce qu'à court terme, c'est la mésutilisation par des méchants, mais il y a des biais dans les moteurs d'IA. Si les moteurs d'IA sont utilisés pour l'intermédiation entre les institutions et les citoyens, massivement, ces biais vont avoir un impact massif. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un méchant qui a décidé que tel moteur devait être plus de gauche, plus de droite, etc. Ce n'est pas tellement le sujet. C'est qu'en tout cas, il faut commencer à travailler dessus. Donc, ce qu'on a fait avec Sciences Po et le CNRS et la Sorbonne, c'est qu'on a monté un programme de recherche qui avait pour but de caractériser ces biais et de réussir, pays par pays, à construire des LLM open source corrigés qui soient du coup débiaisés pour un usage démocratique. Donc, ce que j'appelle l'usage démocratique, c'est co-construire un programme, une loi, expliquer ce qui se passe au Parlement, à chaque fois où il y a une relation entre un citoyen et une institution. Et là, la particularité de ce programme, c'est qu'il est mixte en sciences sociales et en data science, et qu'on a vraiment passé beaucoup de temps, plus d'1 an aujourd'hui, avec des chercheurs, notamment de Sciences Po, mais aussi un peu de Harvard, à déterminer ces biais. Alors les biais, tout le monde parle des biais, donc des biais en général, il y en a plein, mais bon, je vais parler des biais dans un usage démocratique. Il y a ceux que tout le monde connaît. Le premier, il est très compliqué d'ailleurs, c'est le biais d'opinion. Le biais d'opinion, en gros, est-ce qu'il est plutôt de gauche, plutôt de droite, plutôt socio-démocrate ou libéral en Allemagne, plutôt démocrate ou républicain aux États-Unis. À chaque fois, c'est lié à un contexte, mais ce biais-là, il est fondamental, parce que si tout le monde utilise les outils 2 heures par jour, bah oui, ça va finir par avoir un impact derrière. Le deuxième est très connu aussi, c'est le biais de représentation. C'est le fameux « je veux un médecin » et j'ai un vieux médecin blanc systématiquement. Alors là, c'est un biais intéressant parce que tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas bien d'avoir un vieux médecin blanc, mais personne n'est d'accord pour savoir ce qu'il devrait y avoir à la place. Est-ce qu'on devrait avoir 50-50, un jeune, la représentation du nombre de médecins? Enfin, il y a un vide assez fort sur le quoi. Donc là, il y a un travail de sciences sociales qui est assez important. Et je vais en citer un troisième qui fait extrêmement peur, donc, alors que personne n'en parle, c'est le biais de majorité. Prenez un énorme corpus, vous faites une synthèse par l'IA, quelle part est donnée aux idées majoritaires par rapport aux idées minoritaires? Ben ça change la société. C'est un choix qui change la société. Donc ces biais nous ont permis de les caractériser en sciences sociales d'abord, et ensuite d'aller travailler sur un modèle d'évaluation d'IA, un modèle technologique qui permet de scorer et de dire OpenAI, ChatGPT, sur le biais de majorité, il est à 80%, ou il est à 20%, ou il est à 30%. Et ça permet, dans un dernier temps, du coup, de les corriger. C'est-à-dire de surentraîner les modèles open source de façon à ce que peu à peu, on les débiaise. Donc voilà, c'est ça, ce programme commun démocratique. C'est le plus gros programme mondial aujourd'hui de recherche sur le sujet. Et sa caractéristique, c'est d'avoir une approche principielle, c'est-à-dire d'avoir cette partie sciences sociales et pas être simplement dans la partie technologique. Tu parlais des LLM en open source. On peut déjà avoir accès à ces LLM en open source qui ont été corrigés, sur lesquels vous avez travaillé ou pas encore? Ah non, pas encore. Là, pour le moment, on est à la transformation des principes de sciences sociales en modèle technologique. C'est là où on en est. On l'aura en mi-2027. D'accord. Tu évoquais donc justement le fait qu'il y avait les sciences sociales autour de la table. En quoi c'est fondamental que les sciences sociales justement soient sur ces projets d'IA au service de la démocratie? Alors je dirais d'IA de façon générale. Il y a une phrase d'Einstein qui est assez souvent dite, qui dit on vit dans une époque, il parlait de son époque de profusion de moyens et de confusion des objectifs. C'est un peu ce qui se passe. Là aujourd'hui, beaucoup de gens réfléchissent à comment corriger l'IA. Il y a plein de manières de le faire, soit par les données sources de l'entraînement, soit de le corriger au moment de l'entraînement, soit après, comme on le fait. Mais il y a assez peu de travaux sur comment l'IA devrait se comporter. Et ça, c'est un travail de linguiste, c'est un travail de philosophe, c'est un travail de sociologue pour réussir à définir, non pas à acter comme un dogme, mais à nourrir ce débat-là. Et de façon très intéressante, je voudrais juste éclairer ce point-là, il y a un programme un peu similaire qui est fait par Anthropic aux États-Unis et qui, lui, au lieu de faire comme nous, c'est-à-dire des sociologues qui réfléchissent, essaye de voir comment les humains auraient réfléchi et de mimer avec l'IA ce que les humains auraient fait.
ce qui est un peu différent de nous. Et si vous reprenez un peu de recul, je ne sais pas s'il y a des avocats dans la salle, mais c'est le même rapport entre le common law, qui est le modèle juridique anglo-saxon, qui est basé sur la jurisprudence, c'est-à-dire en gros, on regarde la manière dont ça se fait et c'est ça qui peu à peu définit la norme, et le droit romain, qui est de dire, OK, on va quand même réfléchir à des principes, et ensuite on va voir comment on met leur application, ces principes. Donc c'est assez intéressant de voir qu'à travers ces modèles de construction naissent finalement des concepts qui ressemblent à des concepts de droit qu'on a depuis très longtemps. Alors, tu évoquais toutes ces solutions sur lesquelles vous travaillez, mais est-ce qu'elles sont universelles ou bien est-ce qu'il faut penser différemment en fonction de si on est à Rome, à Berlin, à Paris, à Madrid ou ailleurs? Extrêmement différemment. Extrêmement différemment. En fait, alors là, je me remets dans le cadre des modèles utilisés dans l'intermédiation démocratique citoyenne. Là, on a un contexte homogène, on doit avoir un contexte homogène en langue et en contexte sociopolitique dans lequel on s'inscrit. La réponse du vieux médecin blanc, évidemment, est complètement différente en Nigeria. C'est un peu évident. Être de gauche, être de droite, être socio-démocrate ou libéral en Allemagne, ça n'a rien à voir. Les concepts linguistiques sont complètement différents. Donc on le fait pays par pays. Et nous, on travaille sur 3 contextes, qui sont la France, l'Allemagne et les États-Unis. Et là, on prépare avec l'OCDE un hub de recherche qui va permettre à d'autres pays de faire des recherches similaires, mais dans leur contexte propre. Je voulais revenir un peu sur l'IA et la démocratie. C'est Hölderlin qui disait que là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve. Ouais. Est-ce que tu crois toi aussi que l'IA est une chance ou pourrait être une chance pour la démocratie malgré les dangers qu'on a évoqués juste avant? Et si je te pousse même un peu, est-ce qu'une démocratie sans IA peut encore exister ou alors est-ce qu'elle en sortirait finalement totalement affaiblie? Alors moi, il y a énormément de cas où l'IA est un atout. On ne peut pas les mettre en regard des risques, parce que les risques sont quasiment létaux. Donc, est-ce que c'est bien, mais ça justifie que c'est mal? Je pense que vraiment, il faut prendre 2 champs différents, mais comme d'ailleurs dans les entreprises, il n'existe pas de voie où on ne va pas utiliser l'IA, même s'il y a plein de questions sur les impacts que ça peut avoir. Et là, en l'occurrence, je vois 2 grands champs vraiment radicaux de bénéfices de l'IA. Le premier, c'est l'accompagnement de la contribution d'un citoyen le plus loin possible. En fait, toutes ces démocraties nécessitent une prise de position des citoyens et la plupart des gens sont peu engagés, mais également se sentent pas légitimes pour aborder les sujets, pour avancer dans le sujet. Il y a plein de cas d'usage où à un moment donné, on arrive à avoir une interaction avec un citoyen, le citoyen va nous donner une idée, et avec l'IA, on va l'emmener le plus loin possible dans son idée. On dit, est-ce que c'est plutôt ci, plutôt ça est-ce qu'il y a une idée un peu similaire? Est-ce que ça se rapproche? Et donc, c'est une sorte de citoyen augmenté qui est capable de participer au débat. Parce qu'il aura une meilleure compréhension du débat, en fait, et des enjeux qu'il y a derrière. Il va être coaché, quelque part, dans l'expression de ce qu'il veut dire. Et on va démultiplier sa capacité d'expression, en fait. Le deuxième, c'est celui qui évoque, c'est l'inverse, c'est cette capacité de compréhension. Une des donnes du monde dans lequel on vit, et peut-être une des raisons de pourquoi j'ai monté MakeMore il y a 8 ans, le déclin d'efficacité dont je parlais, c'est qu'on vit dans un monde de plus en plus complexe. Et de plus en plus interconnecté, de plus en plus complexe, de plus en plus de temps réel, de plus en plus suspicieux, de plus en plus... Et donc le sentiment qu'on a, et je suis prêt à parier qu'on l'a tous dans la salle, c'est que, en fait, on comprend de moins en moins les tenants et les aboutissants. On est de moins en moins sûr de nos opinions, etc. Et l'IA permet de mettre des sujets complexes à la hauteur de chaque citoyen. Il désintermédie la complexité du monde. Et ça, c'est un atout absolument gigantesque. Il redonne la possibilité à chacun d'avoir son niveau de compréhension de ce qui est en train de se passer partout. Bien sûr, il ne faut pas les biais, il ne faut pas tout ça. Et ces 2 éléments-là combinés changent assez radicalement le rapport d'un citoyen à la société. Et il faut les utiliser extensivement. Et ça, concrètement, c'est des cas d'usage sur lesquels vous travaillez avec les communs démocratiques? Alors, les communs démocratiques sont adossés à une douzaine de cas d'usage qui reprennent ces 2 vertus principales. Il y en a une troisième qui est reprise, qui est le fait qu'il n'y a plus de langue, c'est-à-dire que la traduction simultanée absolument partout, etc. Donc, c'est ces 3 composantes qui nourrissent finalement les 12 cas sur lesquels on a construit les communs démocratiques.
Tu peux nous en donner quelques-uns de ces cas d'usage parmi ces 12? Il y en a un qui est très simple, c'est le suivi du processus législatif. Donc on prend l'Assemblée nationale, on prend la totalité des rapports parlementaires, des débats qui ont lieu au sein en plénière, des débats qui ont lieu en commission, des projets de loi, des amendements, des textes de loi, et au lieu de donner accès à un citoyen à une vidéo de 8 heures jargonneuse sur laquelle on ne comprend rien, et puis personne à 8 heures pour lire ça, d'un seul coup, on a un accès à qu'est-ce qui se dit depuis 10 minutes, et sur le glyphosate, qui est pour, qui est contre, qui a changé d'avis, et est-ce que le projet de loi il est conforme au rapport parlementaire, et les amendements, ils servent à quoi? Et donc, on change radicalement l'accessibilité et la véritable transparence du travail législatif. Et ça a une deuxième vertu aussi, c'est que ça permet aussi d'aller chercher les gens en fonction des sujets qui les intéressent. C'est-à-dire, par exemple, quand un projet de loi arrive sur le glyphosate, c'est assez simple de automatiquement aller toucher les gens qui sont intéressés par le glyphosate en disant ça se passe maintenant à l'Assemblée nationale. On a fait une simulation, ça permettrait d'avoir 10 millions de personnes par mandat qui interagissent avec l'Assemblée nationale. Ce qui changerait assez radicalement. Bon, ça, c'est un beau cas d'usage. Et ça, c'est accessible aussi, parce que quelque part, vous communiquez massivement dessus, ou c'est pas encore quelque chose auquel le citoyen a accès largement? On est en train de le faire pour le Bundestag. On l'a fait pour certaines conférences des institutions européennes. On l'a fait pour le CESE. On ne l'a pas encore fait pour l'Assemblée nationale, mais je ne désespère pas. D'accord. Un autre cas d'usage peut-être à nous partager sur les 12 ou... Oui, un cas beaucoup plus simple de co-construction de politique publique. Vous prenez la ville de Bordeaux, la politique des transports, et vous vous dites comment ça se passe d'habitude. Il y a une campagne électorale, il y a énormément d'énergie au début. Au bout de 6 mois, les oppositions se sont mises en place, le truc est bloqué, c'est un sujet compliqué. Est-ce qu'il est possible d'avoir 20% des Bordelais qui participent pendant la durée du mandat à la construction de la politique des transports? Chacun à leur niveau. Certains en disant tiens, il y a un problème sur la ligne, d'autres en disant stratégiquement, moi je pense qu'il faut plus ça que toi. Et donc on est capable de créer une sorte d'interface universelle entre 20% des Bordelais, ce qui correspond on peut monter à 40, presque 50% des citoyens actifs. Voilà, donc c'est vraiment, on a une prise assez forte. Et que toute la durée du mandat, ils vont collaborer à la construction et à la mise en place de la politique des transports. Ils vont s'en sentir comptables et ils vont construire ce que Rosan-Vallon appelle le sentiment de démocratie permanente, c'est-à-dire le sentiment de s'approprier finalement la politique publique. Et enfin, ça va permettre d'aligner toutes les parties prenantes, qu'elles soient dans l'opposition de la majorité ou qu'elles soient les acteurs privés qui sont autour, sur les consensus citoyens. Donc c'est aussi un facteur d'alignement de l'action publique. Ce deuxième cas change radicalement la capacité d'agir dans un territoire. Et quel est le rôle que l'IA joue justement dans ce deuxième cas? Là, il va jouer, alors pas la traduction, sauf dans des zones transfrontalières. On l'a fait sur le Grand Genève ou sur la Sarre et la Grande Lorraine, où là, il y a des sujets qui peuvent arriver, des sujets de langue. Mais les deux autres sont absolument fondamentaux. C'est-à-dire que pour faire ça, il va falloir trouver des manières d'engager les gens, même petitement, mais largement. Il va falloir accompagner les gens le plus loin possible dans leur contribution. Et pour cela, il va falloir les aider à comprendre les enjeux de ce qui se passe dans le territoire. Donc sans l'IA, on aurait pu faire la première partie, on ne peut pas faire les deux et les trois. Voilà, alors Actel, tu es aussi un homme d'entreprise, tu es un entrepreneur. Et puis je voulais terminer par une dernière question pour toi sur le rôle que selon toi, les entreprises sont appelées à jouer aussi dans cette bataille pour le vrai, non pas dans cette guerre du faux, mais dans cette bataille pour le vrai. Et comment est-ce que tu vois le rôle qu'elles pourraient jouer, peut-être comme lieu d'expérimentation? On parle beaucoup de l'éthique de l'IA. Est-ce que l'entreprise est le lieu fondamental sur lequel on peut expérimenter ça? Est-ce qu'il y a, avoir un peu ton avis sur cette question-là, ou sur le rôle que les entreprises peuvent jouer, avant de passer la main à Xavier sur cet aspect-là? Alors moi, c'est un avis qui vient de la démocratie, mais je dirais deux choses. D'abord, ce qu'on a vu pendant le Covid, ce qu'on a vu pendant les Gilets jaunes, c'est que les entreprises sont des lieux de fabrication de la société extrêmement importants, souvent plus résilients, qui cassent les bulles. Alors, chez KPMG, il y a une relative homogénéité, mais globalement, ce sont des lieux qui cassent les bulles, où on est confronté à l'opinion d'autres personnes. Donc, ce sont des écosystèmes qui sont absolument nécessaires et qui est un vrai contre-feu aux tendances qu'on a évoquées tout à l'heure,
Et en tant que telles, elles sont des méta-citoyens de la société. Donc il y a deux théories sur la renaissance de la démocratie post-IA. Hein. Il y en a une qui vient des villes et il y en a une qui vient des entreprises, qui sont, elles ne sont pas alternatives, hein, mais qui sont les deux lieux où peuvent se reconstruire du consentement à la décision collective sur la part commune. Le deuxième point de vue que j'ai, c'est exactement l'inverse, c'est de dire que des entreprises, ce sont des grandes entreprises, c'est des grandes organisations, et finalement, elles ont les mêmes faiblesses qu'ont la démocratie et la société elle-même. Aujourd'hui, dans une entreprise, on peut dire qu'il y a une crise de confiance, une crise d'engagement, qu'on prend des décisions en haut, mais ça ne va pas jusqu'en bas. On les connaît. Et donc, il y a finalement on pourrait dire ça de la société. Hein. C'est un peu la même chose. Et donc, je pense que tout ce qu'on travaille, nous, sur la partie commun démocratique pour la démocratie, mais de façon générale, tous les travers qui existent dans la société vont se retrouver dans l'entreprise. Donc je suis persuadé que nos LLM seront utilisés aussi pour des entreprises demain, parce qu'elles vont avoir les mêmes problèmes. Il y a peut-être des biais additionnels, mais ceux-là existeront et devront être traités. Donc elles doivent prendre leur part, mais la transformation IA des entreprises qui arrive, elle va être très comparable à la transformation de la société. Et est-ce que les entreprises, d'ailleurs, sont associées à tes communs démocratiques ? Alors là, sur les communs démocratiques, c'est vraiment les entreprises. Il y a Hugging Face, c'est vraiment les entreprises du secteur. En revanche, on a lancé à Vivatech, il y a une grande cause il y a quelques mois, autour de la transformation des entreprises et de la société pour les rendre résilients par rapport à l'IA. Ça, c'est un combat qu'on mène assez fortement, qui est de dire aujourd'hui, le grand sujet de l'IA dans les entreprises, c'est les use cases. Donc il y a des use cases partout, tout le monde fait des use cases, et on les fait bien, on les fait pas bien, mais ça cache la montagne, qui est le re-engineering de l'entreprise a posteriori. Et je pense que c'est ça qui nous arrive, et c'est pas le moment de décider, mais c'est le moment de commencer à réfléchir. Sur l'éducation, le sujet, c'est pas le use case des profs ou le use case des élèves, c'est dans 3 ans, c'est tout le modèle pédagogique qui est à plat. On ne peut pas se limiter à simplement une logique de productivité court terme. Et c'est comme ça qu'on va maintenir la maîtrise de notre destinée. Merci beaucoup, Axel, pour cet échange et pour cette analyse qui est absolument passionnante. J'accueille maintenant Xavier Nifle. Xavier, tu es associé audit dans le secteur des technologies. Tu es membre du CODIR Audit en charge du digital et de l'innovation pour l'audit chez KPMG en France. Et avec toi, on va parler de la guerre du faux côté entreprise, dans la lignée de la discussion que nous venons d'avoir avec Axel. J'ai une première question pour toi. Avec notamment ton point de vue d'auditeur et puis depuis l'observatoire privilégié que constitue KPMG avec ses 30 000 clients dans le monde, j'en profite pour le citer, tu constates toi aussi une guerre du faux à l'échelle des entreprises, notamment des clients que tu observes. Et selon toi, est-ce que l'entreprise est-elle aussi en première ligne, comme l'évoquait Axel ? Bonjour Alban, bonjour Axel. En réalité, je pense que personne n'est aujourd'hui à l'abri de la guerre du faux. Et notamment, je pense que toutes les entreprises sont concernées, peu importe leur taille, peu importe leur géographie et peu importe leur secteur d'activité. Et j'allais dire, ce n'est pas vraiment nouveau. Hein. Moi, je me souviens très bien d'une des premières missions que j'ai réalisées en intégrant KPMG, c'était il y a près de 20 ans. Le CFO d'une belle ETI française nous appelle parce qu'il venait de subir une fraude au président. Alors, je rappelle, la fraude au président, c'est quand il y a une usurpation d'identité du dirigeant qui ordonne le règlement urgent, et c'est important que ça soit urgent, parce que plus c'est urgent, plus on s'exécute, j'allais dire. Alors, au cas présent, malheureusement, la fraude avait réussi, et donc la société avait transféré un montant à 7 chiffres. Donc, c'était très important pour cette société. Alors, le CFO nous appelle, il nous demande de l'accompagner à rédiger une procédure robuste pour éviter finalement d'être à nouveau attaqué pour tout ce qui était transactions liées à la trésorerie, hein, tout simplement. Donc ça, c'est important. J'allais dire, à l'époque, il y a une vingtaine d'années, c'était quelques cas ponctuels. Aujourd'hui, ce qu'on peut observer, c'est qu'il n'y a pas une journée où une entreprise n'est pas attaquée sur ce type de fraude ou d'autres. J'allais dire, ça arrive tout le temps. Est-ce qu'on peut considérer que l'IA change la nature ou l'ampleur des fraudes aujourd'hui par rapport à ce que tu viens d'évoquer ?
je veux dire, les deux, tant sur la nature que par son ampleur. Alors, en juin dernier, on parlait tout à l'heure à de Vivatech, j'ai invité quelques clients, et c'était un des sujets de discussion. Ils m'ont tous dit, ils ont tous subi des attaques, alors pas forcément des fraudes au président, d'autres types de fraudes, depuis le 1er janvier. Donc, tout le monde est concerné. Alors, je dirais, comment on peut l'expliquer ? C'est encore une fois le progrès technologique, où la technologie est aujourd'hui tellement simple à utiliser par les fraudeurs qu'elle facilite finalement la recrudescence de ces attaques. Alors, quel type de techno ? Aujourd'hui, un fraudeur peut facilement usurper votre identité sur WhatsApp. Il peut générer des faux documents comptables, des fausses factures par exemple, ou des faux RIB grâce à l'intelligence artificielle générative, à ChatGPT tout simplement, et même faire des deepfakes plus vrais que nature. Alors je voudrais vous donner peut-être 2 exemples un peu emblématiques de 2024, vous allez bien comprendre. Alors, le premier, c'était à Hong Kong, donc en 2024, où une grande multinationale s'est fait escroquer la somme de 26 millions de dollars. Donc, c'est loin d'être une paille pour cette société. Alors, comment ça s'est passé ? C'est l'un des comptables, il reçoit un email du dirigeant de la société qui lui parle d'une opération secrète. Bien souvent, c'est des opérations secrètes. Et l'invite à se connecter à un call. Alors, au début, il se doute évidemment que c'est pas très clair cette opération, mais par prudence, il se connecte quand même au call. Et là, surprise, il reconnaît tous ses collègues, c'est les mêmes têtes, c'est bien eux qui lui parlent. Donc, le doute est levé en quelque sorte, il se sent rassuré et il procède au virement. Voilà. J'allais dire, évidemment, tout était généré par l'IA générative. C'était ce qu'on appelle un deepfake. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus facile de procéder ainsi. Et le deuxième exemple, cette fois-ci, c'est en France. Alors, vous le connaissez tous, je vais aller assez vite. Mais c'est la trésorière d'un grand groupe, une société dans le prêt-à-porter, qui a détourné 100 millions d'euros pour s'acheter une villa à Miami et faire des allers-retours en jet privé. Bon, aujourd'hui, j'imagine qu'elle est en prison, mais la société n'a pas pu récupérer ces fameux 100 millions d'euros. Alors, quelle est finalement la morale de l'histoire ? C'est que 100 millions d'euros, ça représentait quand même 4% du chiffre d'affaires de la société. C'est énorme et c'est à peu près finalement les détournements qu'on peut observer aujourd'hui dans toutes les entreprises. En moyenne dans le monde, on tourne autour de 5%. C'est juste colossal. Alors, encore une fois, là, je vous ai parlé de 2 exemples un peu emblématiques qui sont significatifs. Mais la fraude, ça concerne toutes les entreprises et de manière, j'allais dire, plus récurrente et plus massive, notamment à travers les fausses notes de frais. Et ça, on peut l'observer aujourd'hui, j'allais dire grâce ou plutôt à cause de l'IA. C'est de plus en plus simple de générer une fausse note de frais. Donc, on va en reparler, mais c'est un sujet qui concerne absolument toutes les entreprises françaises dans le monde. Alors, on comprend bien la facilité qu'il y a à produire du faux avec de l'IA, et c'est assez inquiétant, mais on sait aussi, et je crois que justement tu vas nous en parler, qu'elle peut devenir notre meilleur ami, ou notre allié en tout cas, pour le détecter, ce faux. Et c'est bien le métier notamment de l'audit, et je crois que tes équipes, justement, ou les équipes en tout cas audit, travaillent sur une technologie dédiée. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Alors, elle peut devenir l'un de nos amis, peut-être pas le meilleur, parce qu'il y a d'autres moyens finalement de détecter ces fraudes, et on va y revenir. Mais tu as raison, là aujourd'hui on travaille avec un acteur français de la tech pour développer une solution qui permet de détecter les faux documents comptables qui seraient susceptibles de nous être transmis dans le cadre de l'audit. Ça, c'est important. Mais il faut être réaliste. Aujourd'hui, la technologie évolue tellement vite que les faux sont, à cause de l'IA, encore une fois, sont de meilleure qualité, plus que jamais, j'allais dire, d'un point de vue format, sur le fond, cohérence de l'information. Alors, notre solution, elle analyse les métadonnées des fichiers, la cohérence des chiffres, et j'allais dire, toute la structure et les montants atypiques. Mais encore une fois, et vous le savez, hein, les voleurs ont toujours une longueur d'avance sur le gendarme. Donc il faut rester vigilant. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, la technologie, ça reste une des pistes qui permet d'adresser ces sujets. Et notamment, pour moi, c'est l'authentification, la traçabilité des documents. Et je pense là à des technologies de type blockchain. Voilà, on en entendait peut-être un tout petit peu moins parler, mais pour moi, c'est quand même une technologie d'avenir. C'était trop assimilé finalement à la crypto.
malheureusement. Il y a du watermark, donc on applique finalement un petit encre noire un tout petit peu dans les documents pour pouvoir les authentifier par la suite, ou tout simplement les certificats ou les signatures électroniques. Ça fonctionne plutôt bien. Mais j'allais dire, la technologie, comme je le disais, c'est pas notre meilleur, c'est un de nos amis, mais il faut surtout, j'allais dire, mettre en place d'autres lignes de défense. Et la première, c'est la vigilance humaine, pour moi. Puis c'est aussi, il y a les process, j'en parlais. Alors j'ai encore un dernier exemple, peut-être à partager avec vous. Cette fois-ci, c'est en Italie. Ça concernait toujours en 2024 un célèbre constructeur automobile, voitures de sport, souvent de couleur rouge, vous avez tous reconnus. Alors là, c'était l'un des cadres dirigeants de ce constructeur qui reçoit d'ailleurs des messages WhatsApp de la part de son DG et qui l'invite ensuite à un appel. Donc il prend l'appel, la voix plus vraie que nature, donc il était quand même très troublé, il invite évidemment à procéder à un virement. Et puis comme il connaissait très bien le directeur général, il lui a posé une question, et notamment quel était le livre que ce même DG l'avait conseillé quelques jours auparavant. Là, le fraudeur n'a pas pu répondre ou s'est trompé, et donc la fraude n'a pas abouti. Mais tout simplement parce que la vigilance humaine, finalement, était au-delà finalement de la technologie. Et c'est bien là, certainement, la morale de l'histoire, ou tout simplement ma préconisation pour toutes les entreprises, c'est d'adopter ou de renforcer les procédures de contrôle interne, mais c'est aussi de diffuser une culture à des bonnes pratiques en quelque sorte, et de la vigilance auprès de tous les collaborateurs et pas seulement auprès de la direction financière. Je pense que ça, c'est important. Et puis, concernant les notes de frais, c'est assez basique, mais je pense qu'il faut aujourd'hui procéder à des sondages, remonter à des preuves de paiement, donc au relevé bancaire. Et malheureusement, je pense que beaucoup d'entreprises auront des surprises. On le comprend, donc la combinaison homme-machine, la collaboration idéale, elle se passe avec un peu des deux, en tout cas, bien garder l'humain dans la boucle. Si on se projette un tout petit peu, et pour conclure, ça ressemblerait à quoi, justement, le futur de cette collaboration humain-IA dans les métiers de l'audit ? Alors, dans les métiers de l'audit, en tout cas chez KPMG, on croit beaucoup à l'intelligence hybride, où l'intelligence artificielle vient sublimer le jugement professionnel de nos équipes, de nos talents. Alors, je vais vous donner un exemple. Pour moi, l'un des enjeux majeurs des directions financières, c'est l'identification des signaux faibles. Eh bien, on a développé une solution à base de transaction scoring révolutionnaire. Révolutionnaire parce que l'intelligence artificielle ouvre tout simplement la voie à l'identification des risques, non pas au niveau d'un agrégat comptable comme le chiffre d'affaires, mais directement au niveau d'une transaction. Et ça change tout. Parce que nos équipes peuvent se concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire les transactions les plus risquées. Ça, c'est essentiel. Tout en conservant évidemment la responsabilité sur le jugement, sur la prise de décision, sur l'analyse des résultats de nos solutions, parce qu'on utilise des solutions aussi à base d'IA qui peuvent se tromper, donc il faut avoir ce recul et ce jugement est nécessaire. Je veux dire, pour nos clients, ça apporte quoi ? Ça apporte un audit plus pertinent. Et pour nos équipes, parce qu'il ne faut pas les oublier, ça apporte tout simplement un audit beaucoup plus intéressant. Voilà, ça c'est un exemple, j'allais dire, de bonne collaboration IA-humain, évidemment. Et ce n'est pas de la science-fiction, cette approche d'audit. On l'a déjà déployée chez des centaines de clients l'année dernière en France et des milliers à l'étranger. Et cette année, on va passer à l'échelle pour que tous nos collaborateurs, tous nos talents et tous nos clients puissent profiter finalement de cette belle collaboration. Merci Xavier, merci Axel. Nous arrivons à la fin de ce 5e épisode du podcast Futur plus humain. Merci pour vos interventions éclairantes et riches. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes habituelles ainsi qu'en vidéo sur la page YouTube de KPMG Innovation. Vous pouvez également consulter notre boucle de tendance de l'innovation 2025 sur l'économie de l'intelligence sur le site de KPMG en France et le lien se trouve dans les notes de l'émission. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Futur plus humain.